Bien, mais bonjour à tous. Bon, évidemment, tout le monde n'est pas encore arrivé, mais je vais introduire pour laisser ensuite la parole à Niels Ferrand, qu'on accueille aujourd'hui pour qu'il nous présente son module de formation numérique, Tero Co. Donc, ce nouveau cycle de webinaire que nous lançons aujourd'hui, eh bien, correspond à une intention d'Agrium de pouvoir partager à la fois les innovations pédagogiques et particulièrement tout ce qui concerne l'enseignement numérique. Et dans le cadre d'un projet que nous avons mené collectivement au sein des organismes de recherche et d'enseignement supérieur, qui s'appelle AgriCamp, nous avons développé un certain nombre de modules de formation qui vont pouvoir être utilisés à la fois en formation initiale dans les écoles, dans les grandes écoles, dans les universités, mais aussi dans l'enseignement technique, en particulier en BTS, et puis bien évidemment dans la formation professionnelle continue. Et donc, nous avons chaque semaine, le lundi, de 13h à 14h, ces webinaires qui présentent l'un après l'autre les différents modules de formation. À partir de janvier, on aura un nouveau cycle qui parlera plutôt d'innovation pédagogique, en particulier dans le cadre de la situation actuelle où nous vivons un besoin de distanciel plus important entre enseignants et étudiants. Donc, je vais laisser la parole à Niels Ferrand, qui est chercheur à INRAE, qui lui venait de l'IRSTEA, hein, puisque dans la fusion au 1er janvier 2020, l'IRSTEA et l'INRA se sont réunis. Et donc, Niels appartient à l'unité mixte de recherche Géo, et donc sa spécialité, c'est de travailler sur tout ce qui concerne la gestion sociale de l'eau avec différentes modalités dont il va vous parler et qu'il va vous présenter à travers le projet Tero Co. Donc, Niels, je te laisse la parole. N'oublie pas de rallumer ton micro. Et ensuite, on pourra présenter le module pour ensuite avoir un échange questions-réponses. Donc, Niels, tu as la parole. Bonjour, merci Philippe. Donc, je vais être très rapide. En fait, j'ai choisi de préparer cette intervention sous forme d'une vidéo. J'aurai l'occasion de répondre à toutes vos questions par la suite. Vous avez une partie de l'interface de Zoom pour ceux ou celles qui ne connaissent pas, Q&R en bas, qui est questions-réponses, dans laquelle vous pouvez poser des questions en chemin, et donc j'y répondrai par la suite. Et je vais laisser notre collègue Aristide Boucaré lancer en fait la vidéo correspondante à ma présentation du MOOC Tero Co. Je vous remercie. Alors, pendant que Aristide prépare la présentation, j'ai effectivement oublié de vous préciser que vous avez en bas, dans votre possibilité d'interaction, la rubrique Q&R, pour poser vos questions à Niels sur à la fois de compréhension, mais aussi de possibilités d'usage. Et puis, vous avez l'autre rubrique qui s'appelle Chat, qui vous permet soit de pouvoir échanger avec le conférencier ou les animateurs, soit si vous avez des problèmes techniques, nous le préciser et on pourra voir comment les régler à distance. Voilà, donc je laisse Aristide lancer la vidéo. Bonjour, je suis Niels Ferrand de l'unité mixte de recherche gestion de l'eau acteur usage de l'INRAE de Montpellier. Je vais vous présenter le MOOC Tero Co du réseau Agrium dans le cadre du projet IDEFI AgriCamp. Ce MOOC a pour sous-titre « Décider et gérer ensemble l'eau dans nos territoires ». Alors ce MOOC est porté donc par l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, INRAE. En fait, il a été développé dans le cadre de l'IRSTEA avant la fusion, au sein de l'unité mixte de recherche gestion ou acteur usage qui associe le CIRAD, l'IRD, AgroParisTech, Supagro, le BRGM et l'Université de Montpellier. Au sein de cette unité, il vient en fait d'un sous-groupe qui s'appelle couplage, on va y revenir, au sein de l'équipe ingénierie de la participation et de la décision. Ça correspond à peu près à 18 personnes, ainsi que le réseau international CoPlanet. Donc ce MOOC a été développé dans le cadre du PIA IDEFI AgriCamp sous direction de Philippe Prévost. Il s'agit globalement d'accompagner à peu près tous les acteurs du territoire dans l'ingénierie, la mise en œuvre
et l'évaluation de processus participatifs innovants et de façon intégrée dans ces dispositifs d'assurer des formations. Donc ça s'appuie sur à peu près 20 ans de recherche et intervention dans ce domaine et plus de 50 projets internationaux dans de nombreux pays. Alors, couplage est en fait le cœur de ce cours. Couplage, ça veut dire coupler des outils ouverts et participatifs pour laisser les acteurs s'adapter pour la gestion de l'environnement. Bon, c'est un acronyme qu'on utilisera par la suite. Il s'agit globalement d'inventer, au sens de la recherche-intervention, de mettre en œuvre, d'évaluer en chemin, de transférer par la formation des méthodes et des outils pour permettre d'accompagner les acteurs dans une coopération effective à tous les niveaux, pour la gestion et la gouvernance de l'eau et d'autres ressources dans les territoires. On verra aussi qu'on a migré depuis des problèmes centrés sur l'eau vers l'ensemble des enjeux, disons, socio-environnementaux. Et globalement, d'aider le changement, d'aider les transitions, l'adaptation. On va voir un certain nombre d'outils dans ce contexte, à la fois des outils présentiels et des outils numériques. Vous verrez que le MOOC est centré sur les outils présentiels et qui va s'ouvrira plus tard sur les outils numériques. Vous retrouvez les informations sur couplage sur le site cp.whatagame.info avec l'orthographe que vous avez sur l'écran. Alors, pour nous, il s'agit d'accompagner de la participation multiniveau, donc pour tous les acteurs, donc les pilotes de processus, ceux qui vont les concevoir, les initier. Alors, on parle de processus participatif, les élus, les citoyens et les citoyennes, les gestionnaires, tous les acteurs économiques, les ONG, les jeunes dans les écoles parfois, etc. Quels sont nos instruments d'intervention? Alors, l'informatique va jouer évidemment beaucoup à différents niveaux, mais ce n'est pas le cœur, c'est un outil complémentaire qui vient enrichir le dispositif. Première partie de ces dispositifs, justement, ça va être le pilotage. Donc le pilotage du dispositif qui va s'appuyer en fait de façon complètement centrale sur un principe de suivi-évaluation, c'est-à-dire amener les acteurs à choisir quels changements ils veulent obtenir, quels impacts ils veulent obtenir de ce processus, choisir donc des indicateurs et puis permettre d'utiliser tout ça pour copiloter le processus, donc permettre en fait aux parties prenantes d'être vraiment maîtres de leur dispositif, de savoir où ils en sont et de savoir où ils vont. Dans un deuxième temps, on a un deuxième type d'outil très important et assez original qui s'appelle en fait Prépare, comme pré-participation, pour préparer la participation. Et il va s'agir de permettre aux acteurs de choisir leur processus participatif, d'engager des acteurs et de réguler ce processus. Étape suivante, ce qu'on va appeler le panorama, correspondant aussi au diagnostic ou à l'état des lieux, si vous voulez, avec, pour ce qui nous concerne, essentiellement deux outils, ROC, qui veut dire River Observation and Conservation Kit, kit d'observation et de protection de l'environnement et des rivières, qui va permettre de faire choisir des contextes d'observation, donc de faire concevoir un observatoire participatif, discuter, prévoir des besoins d'observation. Et puis un deuxième outil qui n'est pas vraiment participatif, puisqu'il s'appuie plutôt sur de l'expertise, mais il vise la participation et il va permettre d'analyser la gouvernance passée et en particulier les formes de participation du passé. Alors, catégorie suivante de besoins, la prospective. Alors, à l'interface, en fait, entre le panorama et la prospective, on a l'ensemble des dispositifs de modélisation participative qui sont au cœur et à l'origine de nos travaux. Modélisation participative voulant dire faire construire et utiliser des modèles par les acteurs eux-mêmes de leur situation, ce qui évidemment va permettre que ces modèles soient appropriés et pertinents. Donc là, avec l'outil Whatagame, qui est assez connu, on va faire co-construire des modèles de territoire, des modèles descriptifs de fonctionnement de bassins versants, et puis explorer des futurs possibles, tester des changements par les acteurs, par des simulations participatives de type jeu de rôle, essentiellement de table, mais éventuellement informatique. Alors, point suivant, cadrer les préférences, les attentes, les objectifs des acteurs. Dans notre cas, on s'intéresse principalement aux problèmes de justice sociale ou de justice distributive avec l'outil JustGrid. La planification, qui va, elle, s'appuyer sur l'outil Coplan pour collecter des solutions et les intégrer dans les stratégies réalisables, y compris à des échelles très larges et pour des choses très hétérogènes, c'est-à-dire permettre de faire un vrai dialogue de planification pour les acteurs. La priorisation qui va permettre de faire le choix dans ces stratégies. Et puis, tout ça va être mis en partage entre les acteurs, soit de façon matérielle, soit de façon informatique. Et donc, on a des outils complémentaires qui ne sont pas présents aujourd'hui dans le MOOC, qui s'appellent Copilote ou e-couplage, qui vont permettre en fait d'aider à concevoir et piloter en ligne un processus participatif, partager et valoriser l'ensemble des données du dispositif. Et puis finalement, la dernière étape, c'est le portage, l'ensemble des opérations. Et tout ça se déploie en fait à partir du pilotage. Donc on a une boucle de travail. Alors quelle est l'expérience de couplage?
Couplage a une expérience centrée sur l'ingénierie de la participation, qui est vraiment la cible de l'appui, avec beaucoup de projets appliqués avec des terrains, avec des grands nombres d'acteurs divers, de tous les niveaux, hein, on l'a déjà dit, des élus, des citoyennes, des citoyens, et un travail important justement sur la mise en dialogue vertical de ces différents acteurs, et aussi horizontalement entre les secteurs. On a travaillé sur l'eau d'abord, parce que c'est notre origine de mission, sur tous les enjeux de l'eau, qualité, quantité, les risques, les inondations, les sécheresses, etc., des problèmes de milieu, des problèmes de partage, des enjeux technologiques, mais aussi tout ce qui est relié dans les territoires, l'agriculture, la biodiversité, les enjeux de développement et de pauvreté, des problématiques d'adaptation et de résilience, et globalement des enjeux de gouvernance et d'ingénierie de la gouvernance, et plus récemment, strict sensu, des problèmes de faisabilité ou d'acceptabilité sociale. Alors il s'agit bien d'une démarche scientifique, donc pour processus et des impacts sociaux, qui va nous permettre, en fait, par analyse, de comparer les impacts des méthodes, de publier et d'en assurer la diffusion. Il s'agit donc d'une démarche qui est expérimentale, mais c'est une démarche expérimentale dont le pilotage et la conduite se fait avec les acteurs, de manière à ne pas être perturbatif de leur dispositifs et systèmes. La pédagogie est au cœur de l'activité, puisqu'en fait, on est obligé de former les acteurs à des méthodes nouvelles pour qu'elles soient mises en œuvre. Et ça fait partie aussi du dispositif de changement lui-même. Donc on a été amené à former plus de 3500 personnes dans le monde, beaucoup d'étudiants, mais aussi des professionnels et des citoyens. Et l'idée générale, c'est de laisser faire les acteurs, de former à faire participer. L'idée, c'est que transférer, c'est une étape fondamentale dans la participation pour permettre de maîtriser, d'avancer. Alors, il y a beaucoup de cas, je ne vais pas les lister tous. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'on a une expérience avec couplage en France et en Outre-mer en appui à des institutions et des structures publiques et sur des thématiques relativement variées. On peut citer essentiellement et récemment tout le travail qui a été fait avec l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse pour mettre en place des méthodologies de participation qui ont donné lieu à des guides qui sont disponibles sur les sites de l'agence. Un travail, par exemple, important avec le syndicat mixte de la rivière Drôme sur la préparation citoyenne de la révision du SAGE. Et puis d'autres terrains dans l'histoire, comme par exemple l'accompagnement du gouvernement de Nouvelle-Calédonie sur la politique de l'eau, etc. Et à l'étranger, un travail important qui est lié à la structure de notre unité mixte de recherche avec d'autres établissements. Dans de nombreux pays, comment accompagner de nouveau le changement dans les pratiques de gestion de l'eau et d'autres ressources naturelles en multiniveau. Et actuellement, un travail, par exemple, très significatif dans le cadre de projets avec les gouvernements et l'Agence française de développement en Tunisie et au Brésil, essentiellement avec nos collègues du CIRAD. Voilà un ensemble de cas couplage. Alors, pourquoi ce cours ? Ce cours a été conçu depuis 2010 à partir de la mise en ligne des formations couplage qu'on a réalisées depuis le départ, en fait, pour soutenir des groupes apprenants. Donc c'est un MOOC qui est couplé en fait à des web ateliers et il s'agit d'avoir une intervention uniquement présentielle pour les projets, c'est-à-dire pour le suivi des cas réels qui vont être réalisés par ces groupes. Donc c'est progressivement se dégager finalement de la partie formation classique et donc aller vers une autonomie dans l'apprentissage des participants et de diffuser très largement pour permettre l'extension sociale, puisque en tant qu'acteur public, on a une vocation à accompagner ce changement public. Donc c'est un MOOC qui est multi-cible. Bon, il y a eu beaucoup de travail avec des étudiants, mais aussi avec des professionnels, des pilotes, des élus, etc. Il est aussi multilingue. Aujourd'hui, français et anglais est opérationnel. On a les sous-titres disponibles en espagnol et en portugais. Ils vont prochainement être mis en place. On a travaillé autour du cas de l'eau, mais globalement, il s'agit de l'ensemble des enjeux de participation pour changer dans des systèmes socio-environnementaux, plutôt tout de même dans les systèmes ruraux ou périruraux. En termes de contenu, les points principaux à retenir, les objectifs pédagogiques du MOOC vont concerner donc des groupes apprenants. Il s'agit pour eux, ensemble, de concevoir et de piloter un processus participatif multiniveau. Donc, par groupe apprenant, on entend par exemple un responsable de structure avec les gens qui vont travailler avec lui et des représentants de différents groupes de parties prenantes qui vont se mettre d'accord pour engager un processus participatif. On va leur permettre d'analyser, de modéliser, de simuler, de gérer et d'évaluer le bassin versant. Et puis d'aller aussi vers d'autres cas de participation, pas simplement sur la gestion de bassin versant. Et finalement, un point très important, toujours dans un concept un peu d'autonomie et d'extension sociale, c'est de permettre très rapidement en fait, aux groupes qui ont appris de pouvoir apprendre à d'autres groupes. C'est ce qu'on appelle le transfert de second ordre.
Donc sur le profil des apprenants, il s'agit d'abord de groupes centrés sur des projets. Donc c'est des acteurs d'un même territoire. Ça peut être des enseignants qui veulent utiliser et transférer des méthodes participatives. On a déjà eu ces cas d'enseignants venant en fait apprendre à d'autres. Et puis évidemment des étudiants de tous les cursus, dès la licence. C'est pas une formation qui nécessite un niveau préalable très très élevé, avec en cible la décision participative, la gestion de l'eau, l'intervention dans les territoires. C'est aussi un MOOC qui est tout à fait accessible à des citoyens, évidemment. Donc la caractéristique du module, c'est qu'il est initialement destiné à des groupes, avec 28 heures d'animation sur 12 semaines et 8 modules qui sont en fait séparables, le tout faisant 191 supports. On considère qu'un temps total en auto-formation avec le travail projet va prendre environ 50 heures. Donc c'est un cours assez particulier puisque ici, donc comme on l'a dit, des groupes. C'est un mélange en fait entre du distanciel, du présentiel avec des groupes qui vont travailler plutôt ensemble autour d'une table sur des cas et éventuellement des classes virtuelles. Alors comment ça se passe un parcours pédagogique type avec le MOOC? Donc on a d'une part le MOOC avec le support disponible sur le site à Green Camp. Nous on fournit par ailleurs des sites supports qui sont créés en fait par les participants comme support de leur travail. Il y a un travail en groupe qui est réalisé et puis il y a un ensemble de produits dans la conduite de la formation. Alors, ce MOOC a été réalisé par un grand nombre de personnes, donc il y a eu 25 intervenants de toutes origines, des chercheurs, des professionnels, des experts, etc. Vous avez ici la liste de ces intervenants et souligné, vous avez ceux qui ont été vraiment aux manettes, en sachant que la conception primaire et principale de ce MOOC, en dehors de mon pilotage, a été réalisé par Benjamin Nourry, qui en a été en fait le responsable, disons, au niveau de la production pédagogique, l'ingénierie pédagogique de ce projet. Et un certain nombre de points ont été repris par mes collègues Géraldine Abrami, Bruno Bonté, et des collègues de l'ISOD, Mathieu Dionnet et Amari Mache, Emily Senforder étant intervenu sur le module suivi-évaluation. Alors, qu'est-ce que c'est le parcours du MOOC? À peu près, grosso modo, en 8 modules. Donc, vous avez un premier module sur la gestion intégrée de la ressource en eau en approche participative, donc les concepts et les enjeux de participation et un certain nombre d'outils de GIR qui se suit plutôt tout seul. Un deuxième module qui porte en fait sur le kit INIWAG, donc WAG c'est What a Game. Le kit INIWAG est un kit simple, largement diffusé pour permettre à des acteurs de construire un modèle de bassin versant de façon très simple sur une table et l'utiliser pour découvrir des principes de gestion. Donc, ce module sert à découvrir INIWAG et l'utiliser. Donc, en théorie, ça veut dire qu'il est destiné à un groupe et qu'en principe, ce groupe a sous la main INIWAG, en sachant qu'il en existe aussi des versions en ligne. Le troisième cours concerne de façon générale des principes de modélisation et de simulation, puisque bien que ce soit un cours sur la participation en général, pour nous, la modélisation participative et aussi ce qu'on appelle la modélisation d'accompagnement sont au cœur de ce développement et au cœur de ces activités. Donc ce cours reprend des principes sur la modélisation et la simulation, qu'elles soient informatiques ou non informatiques. On a un quatrième cours sur la modélisation participative en tant que telle, mais au sens du dispositif qui s'appelle CréaWAG, qui est en fait la version de WAG, qui va permettre à des acteurs de construire effectivement un modèle assez complet et détaillé de fonctionnement de leur bassin versant ou d'un autre système, puisqu'on a beaucoup d'autres exemples sur des systèmes qui ne concernent pas strictement la gestion de l'eau. Le module suivant concerne la facilitation de groupe. Il a été développé par la SCOP l'ISOL, Lien social et décision, par Mathieu Dionnet et Amari Mache. Et il va présenter l'ensemble des techniques d'animation d'ateliers participatifs. On arrive à la planification participative avec les outils Coplan. Donc, comment faire construire des plans d'action avec des actions assez diversifiées, comment faire traiter la faisabilité et l'efficience. Le cours sur l'évaluation de la participation, donc le suivi et l'évaluation, comment mettre en place un suivi assez complet des processus et de leurs impacts et comment traiter ces résultats, de façon d'ailleurs éventuellement participative, donc évaluation participative de la participation, et puis finalement un cours très important, qui est le dernier mais qui peut être aussi bien le premier, qui est le cours sur l'ingénierie de la participation, qui utilise la méthode Prépare pour faire concevoir aux participants leur propre plan de participation, établir des règles et des chartes de participation, c'est-à-dire c'est finalement de la participation avant la participation pour la préparer.
Voilà, alors les supports sont assez diversifiés, comme souvent. On a des concepts et des guides sous forme de texte et d'images, des cours vidéo, beaucoup de cours vidéo, il y a une centaine de capsules vidéo, des documents supports qui sont fournis en complément, qui renvoient vers, par exemple, les guides méthodologiques de l'Agence de l'eau dont on parlait, et puis un site support externe avec des outils disponibles pour ceux qui souhaitent l'utiliser. Alors voilà un petit exemple de contenu réalisé donc par Benjamin Nourry sur, en l'occurrence, le kit Iniwag. Donc ici, bon, on voit une séquence vidéo d'introduction, l'ensemble étant évidemment largement documenté dans le MOOC lui-même, avec une présentation qui est faite des différents contenus et de la façon de les utiliser. Donc, ces intros vidéo, vous en avez un certain nombre pour chacun des modules, en plus des modules de cours en tant que tels. Alors, le parcours pédagogique standard, donc, il s'appuie sur la réalisation d'une étude de cas, en fait, sur un cas réel. Bon, il peut aussi être simplement pris de façon segmentée morceau par morceau. Donc, l'idée générale, c'est de faire simuler une intervention complète sur un cas réel ou un cas réaliste par le groupe. C'est-à-dire qu'ils vont prendre en charge un cas sur un terrain. Donc, on va avoir l'ensemble des étapes standards, comment approcher la participation et la facilitation, une première analyse et une modélisation du cas de façon simplifiée sur comprendre comment fonctionne ce territoire et ses enjeux, faire modéliser le système des acteurs, des ressources, des enjeux et leurs interactions. Ils vont créer une première simulation participative, c'est-à-dire en fait un jeu. Ils vont pouvoir faire une analyse en justice sociale, donc parler des principes de justice et de partage, créer une stratégie intersectorielle, c'est-à-dire un plan d'action pour ce territoire, pour l'eau et le reste des ressources, formaliser le plan de participation et une stratégie de suivi et évaluation. Alors donc ça, c'est l'ensemble du parcours pédagogique pour des volumes donc correspondant à ce qui a été dit au départ, c'est-à-dire à peu près 50 heures ou environ une semaine d'intervention en atelier avec les étudiants. Donc les résultats d'un groupe, alors vous trouvez beaucoup d'exemples sur les adresses qui sont indiquées sur cette page en haut, plus de 80 groupes étudiants, donc ça veut dire 80 études de cas. Donc là j'en ai pris une pour vous montrer, donc c'est un cas traité sur le bassin des Us en 2017. Donc le site de rendu, c'est un site qui est proposé simplement pour structurer les connaissances pour les participants. Donc en général, on retrouve la même structure à chaque fois, donc avec des étapes à réaliser qui correspondent à celles qu'on a dans le MOOC, avec des étapes préalables de structuration, la modélisation, la réalisation d'un jeu, puis la planification co-plan, le plan de participation prépare et une stratégie de suivi et évaluation. Les encadrants et le groupe sont indiqués par exemple ici. Et voilà l'ensemble des résultats d'un groupe qui travaille correctement. Évidemment, la qualité du travail peut varier selon les groupes. On va avoir par exemple, tout ça a été produit intégralement par les étudiants sur une semaine. Donc un schéma spatial, une analyse sociopolitique des relations entre acteurs, des fiches acteurs, des modèles structurels ou fonctionnels en jeu acteurs-ressources, un plateau de simulation, un dispositif de jeu qu'ils ont construit pour simuler le territoire et faire simuler le territoire, une vidéo démo en général, une stratégie co-plan et un plan de participation. Donc voilà le protocole pédagogique correspondant. Donc on démarre le cours par une invitation, il y a inscription au MOOC et au site support pour les participants. Ils vont suivre le MOOC de préférence avant le cours. Alors ça dépend si le cours est sur une seule durée ou segmenté. Ils vont préparer une étude de cas, passer sur les ateliers en groupe supervisés sur leur étude de cas, saisir l'ensemble des travaux sur le site, et puis éventuellement réaliser ce qu'on appelle les tests croisés ou des tests externes. Tests croisés, c'est entre groupes, et les tests externes, c'est avec des acteurs extérieurs, pour se tester eux-mêmes sur leur capacité à animer à l'extérieur. Et puis finalement, ils vont rendre et on va pouvoir faire une évaluation. Alors, concernant le présentiel, le distanciel et l'hybride, bon, l'ensemble des MOOC et des processus ont été prévus pour des travaux présentiels en groupe. C'est-à-dire que c'est une téléanimation, mais plutôt pour des gens qui sont ensemble autour d'une table ou d'un ordinateur. Ceci dit, on va voir que c'est possible de travailler autrement. Le MOOC, normalement, est suivi avant l'atelier. Bon, ça, c'est le principe. Malheureusement, c'est pas toujours le cas avec les étudiants, par exemple. Mais pour les professionnels, évidemment, on n'a pas le même problème. Le suivi peut être fait individuellement ou en groupe, éventuellement sur un ordinateur commun. La seule partie qui est vraiment matérielle, c'est la modélisation et la simulation What a Game, quoique on ait des versions numériques, mais elles ne sont pas aujourd'hui intégrées avec le MOOC.
Les ateliers qui sont encadrés par l'enseignant ou l'enseignante vont plutôt amener à une expertise sur les cas que sur les méthodes, normalement. Normalement, les méthodes sont plutôt portées par le MOOC et les enseignants interviennent pour accompagner la réflexion sur le cas, sur la complexité des systèmes dans les bassins versants ou dans les systèmes territoriaux. Il y a une version 0 Internet qui a été prévue avec l'équipe Agrinium avec un système déporté, puisqu'on travaille au sud dans les endroits où nous n'avons pas Internet, et donc il a fallu pouvoir réfléchir sur comment faire lorsque Internet n'était pas disponible. Donc ça veut dire déporter le MOOC ailleurs et le rendre robuste. On peut noter qu'il y a des groupes qui ont déjà travaillé totalement seuls, et parfois même en distanciel entre eux, pour produire leurs résultats. Alors évidemment, le présentiel est toujours préférable. Le cas extrême qu'on peut citer quand même, c'est cette année, donc dans un contexte Covid, un cours fait dans le contexte de l'Université nationale du Vanuatu, qui s'est passé de façon intégralement distancielle à tous les niveaux. Évidemment, ça rend les choses très compliquées et très difficiles. Alors quelques éléments sur l'usage du MOOC depuis 2017, donc date de la première sortie du MOOC. Donc il y a eu, pour certains éléments, jusqu'à 14 000 consultations. En gros, il y a eu 250 utilisateurs réellement actifs, 6 masters pour donc à peu près 80 groupes qui ont travaillé, donc Université de Montpellier, TERPA, Université de Toulouse, Université du Vanuatu, Université La Salle, l'Université de Thiès au Sénégal, et puis des formations professionnelles pour le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, à l'Université Grenoble-Alpes, un camp international de formation sur la gestion des rivières pour les jeunes dans le cadre du programme Interreg-Expert, en sachant d'ailleurs qu'à cette occasion, une version anglaise intégrale a été développée, pas intégrale, pardon, sur une partie des modules a été développée, et puis des accès individuels complémentaires. Alors, quelques éléments sur l'évaluation, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez revenir. Il y a un travail qui a été fait dans le cadre d'AgreenCamp par les collègues de l'ENSFEA, donc Cécile Gardiès, Laurent Fauré et Eddy Mahana, pour réanalyser finalement un usage, alors sachant qu'ils l'ont fait sur une partie des cours, sur essentiellement deux sessions. Je ne prends qu'une petite partie de ce rapport qui est à disposition. Les étudiants sont privilégiés des activités de mise en pratique présentielle et en groupe, donc ça c'est le charme du groupe, bien entendu. Retour globalement positif. Ils notent aussi une faible participation sur la durée totale, c'est-à-dire que tous les étudiants ne vont pas suivre la totalité du MOOC. Remarque complémentaire, c'est que ce projet pour nous a été, et c'est important de le citer pour certains d'entre vous, a conduit en fait à une thèse. Il y a une thèse en appui qui a été mise, la thèse de Sarah Loudin, qui a été soutenue fin 2019, et une thèse sur l'évaluation en fait, de la distribution de ce qu'on appelle les capacités dans un groupe, les capacités en l'occurrence d'expression, d'analyse et de diagnostic de situation et d'autorégulation. Et en fait, ce protocole, l'idée, c'est d'avoir un dispositif de jeu qui permet de tester la compétence collective du groupe telle qu'elle est modifiée en fait par le suivi du module. Donc, il y a en fait une première session CAPWAG en début de processus, puis une autre session CAPWAG en fin de processus, ici, et puis une analyse qui va permettre de dire finalement comment collectivement le groupe a changé. Et le schéma que vous avez en bas, c'est les schémas qui ont été développés par Sarah dans sa thèse, pour expliquer un petit peu justement et montrer les trajectoires d'évolution des groupes en termes de distribution de ces capacités au cours du dispositif. Donc ça, c'est en cours d'intégration pour permettre finalement à chacun de l'utiliser en auto-évaluation. Donc je conclurai cette présentation donc, sur le bilan. Donc c'est un MOOC visant au départ des groupes, il est utilisable de façon individuelle, pour une démarche totalement complète de travail sur un cas, une démarche assez réaliste. L'idée est de lui permettre de savoir répéter la procédure. On a vu des groupes, y compris d'étudiants, effectivement répéter la procédure à l'extérieur. Un couplage assez fort avec des sites et un certain nombre d'outils extérieurs. C'est évidemment un MOOC qui est autour des méthodologies globales de participation avec un centrage sur les démarches couplage, en sachant que les outils sont ouverts. C'est un MOOC relativement exigeant, mais il est segmentable. Certains composants sont en cours d'évolution encore, plus les traductions. Et la généralisation avec des messages un petit peu adaptés va se faire prochainement hors du cadre de l'eau pour des problématiques d'accompagnement des territoires en transition spécifiquement. Dernier point, très important concernant le numérique, on parlait tout à l'heure d'informatisation. Donc en fait, un couplage est en cours avec la plateforme Copilote, qui est la plateforme e-couplage, donc couplage informatique, qui est développée avec la société Résurgence R&D pour aider à la conception et au pilotage de la participation. Et dans ce cadre, le MOOC sera bien le guide. Alors concernant les accès au MOOC, c'est via la plateforme Agrinium ou via les projets couplage. Voilà, je vous remercie. À bientôt.
Merci beaucoup. Merci à Niels pour ce travail préalable qui lui a pris quand même certainement un peu de temps. Les questions arrivent. Il y a un premier type de question, c'est sur le niveau de formation. Est-ce que là, tu as parlé plutôt d'étudiants qui étaient de niveau master. Mais en même temps, est-ce qu'il y a d'autres possibilités? Enfin, je sais que, par exemple, il y a un collègue de l'enseignement technique agricole qui utilise ou qui a contribué au MOOC. Alors, MOOC, entre parenthèses pour tous, on utilise le terme MOOC de manière un peu générique. Là, on voyait bien qu'on n'est pas dans des cours massifs, hein. On est dans des cours plutôt de petits effectifs, puisqu'on est dans des collectifs qui travaillent ensemble pour se construire une compétence. Et donc, voilà, par rapport au niveau de formation, qu'est-ce que tu peux nous dire, Niels, sur ça? Alors, sur le niveau de formation, c'est difficile de généraliser sur l'intégralité de la formation. La plupart des éléments sont accessibles sans difficulté à des étudiants de niveau L1. En réalité, voire même des terminales. En fait, comme tous nos enseignements et historiquement tout ce qu'on a fait dans couplage, la plupart du temps, avec des effets variables en termes de production, mais c'est accessible, je dirais, à un citoyen lambda qui aurait un niveau bac sans difficulté. Pourquoi? Parce que ça correspond effectivement à des pratiques qui ont été conçues pour ça. Alors après, évidemment, quand on rentre un peu plus dans le détail, par exemple, sur les problématiques de suivi-évaluation, il y a des dimensions de sciences sociales. Quand on rentre sur les questions de modélisation de bassin versant, c'est lié aux connaissances ou à la perception que les gens en ont. Mais par expérience, sur un très grand nombre de participants, on sait aussi que des gens qui ne sont pas réputés être des experts vont quand même avoir des niveaux de notions assez élaborés. On sait qu'avek WhatAGame, on obtient des choses qui peuvent être très sophistiquées. Donc finalement, il y a relativement peu de limites et l'usage citoyen, on en a quelques exemples parce que ça a déjà été transféré, même si en général, c'est plutôt les animateurs qui le prennent en charge, est tout à fait possible. Encore une fois, ça dépend des modules. Mais globalement, dès le niveau L1, ça ne pose pas de gros problème d'utiliser ces dispositifs en formation. Et par exemple, sur les BTS Gémeaux, c'est typiquement le genre de choses. On parlait tout à l'heure, tu évoquais en fait notre collègue et collaborateur important pour couplage, Patrice Robin, du lycée agricole de TESA. Et Patrice a déjà utilisé des modules avec ses BTS à plusieurs reprises sans difficulté. Ok, merci. Ensuite, il y a des questions par rapport au suivi de tout ou partie du cours en ligne et en particulier sa possibilité d'être suivi tout en étant professionnel au moment où on le souhaite. Oui, alors ce que je vais faire peut-être juste un instant, c'est, voilà, je fais ça tout de suite, tac. Juste pour qu'on ait face à nous les modules, hein, ça va me permettre de parler un petit peu en indiquant des choses spécifiques. Donc, il y a plusieurs modules qui ont déjà, enfin beaucoup de modules qui ont déjà été suivis par des gens de façon autonome, sans forcément d'ailleurs de guidance particulière sur l'ordre des choses et un peu selon leur intérêt. Il y a quelques modules qui sont vraiment interdépendants. Typiquement, le module de Iniwag et le module Creawag, c'est-à-dire le 2 et le 4, sont relativement interdépendants. Il faut plutôt les suivre l'un derrière l'autre. Mais après, ils sont assez thématiques et ils sont faits pour être utilisés de façon indépendante et ils apportent chacune des notions différenciées. Donc, pour des professionnels qui auraient un temps limité, ça va dépendre de leur point d'intérêt principal. Tout ce qui concerne la participation, disons, ce que nous on appelle de base, c'est-à-dire dynamique de groupe, animation de groupe, qui est le cours réalisé par les collègues de l'ISOD, il est totalement indépendant d'une certaine façon. Et puis après, si on s'intéresse davantage vraiment à la participation, les méthodes prépare, elles peuvent être traitées d'une certaine façon en premier, donc le module 8. Et puis après, on peut aborder un petit peu en piochant dans les coins. Ce qui n'est pas spécifique, et ça a été présenté au départ dans l'instrumentation couplage, mais ça n'est pas forcément sorti comme un module. Par exemple, ça va être Just a Grid sur les questions de justice sociale qui est présent dans l'introduction. Et puis des outils qui existent, qui sont documentés par ailleurs, mais qui ne sont pas intégrés aujourd'hui dans le MOOC, comme par exemple ROC, qui est l'outil de conception d'observatoire participatif. Donc voilà un petit peu, mais en général, on peut piocher, et puis on peut discuter avec nous pour voir un petit peu ce qui est possible, mais jusqu'à présent, hormis la séquence vraiment sur la modélisation et la simulation avec les outils WhatAGame, c'est relativement ouvert.
Bon, je pose tout de suite la question du tarif parce qu'il y a plusieurs personnes qui se posent la question du tarif de la formation. Comment ça se passe concrètement C'est toi pour qui vas y accéder à la répondre. formation et le faire financer? Alors, la formation pour la réponse générale dans le monde Agrinium, c'est toi qui vas y répondre, puisque c'est toi qui pilote l'ensemble. Moi, ce que je peux simplement dire, c'est que par défaut, aujourd'hui, nous, dans le cadre de la mise en place de SMOOC et de l'intervention qui a été faite, lorsqu'on a des projets dans le monde couplage, donc que ce soit les projets de formation en tant que tels, quand on nous demande des formations, par exemple, tout à l'heure, on parlait du gouvernement de Nouvelle-Calédonie sur les projets de pilotage de la nouvelle politique de l'eau et de la participation, eh bien, en fait, on utilise le MOOC en support de ces formations et on va continuer à le faire. C'est vrai aussi pour différents autres projets. Donc ça, c'est le contexte projet. La plupart du temps, il y a une base de formation liée à notre intervention. Et puis après, il y a le contexte d'usage du MOOC standard. Et là, Philippe, je te laisse répondre. Oui, ben dans le contexte global, en fait, on distingue évidemment ce qui concerne la formation continue et ce qui concerne la formation initiale. Dans la formation initiale, comme le projet Green Camp s'est construit dans le cadre d'un consortium, tous les établissements membres du consortium peuvent utiliser les éléments du cours de manière gracieuse. En revanche, pour la formation continue, évidemment, c'est chaque porteur de projet qui décide d'une démarche de gestion. Donc là, on est en train de travailler sur ces aspects-là pour qu'il y ait effectivement une participation. Alors, il y a des questions, parce que vous voyez bien qu'il y a des questions d'animation, de mobilisation des personnes. Nils, il y a des questions qui tournent autour d'une part, de l'usage, par exemple, par des projets collectifs à l'échelle territoriale. Comment ça se passe concrètement pour mobiliser les outils que vous avez développés dans une formation à une échelle d'un territoire. Ça, c'est une première type de question. Et à l'opposé, il y a une autre question en disant, ben voilà, moi, ça m'intéresse à titre individuel, comment je rejoins un groupe? Est-ce que c'est possible de constituer un groupe à partir des individus comme ça, isolés? Alors, plein de très bonnes questions. Je réponds d'ailleurs à une que j'ai répondu qu'à moitié et mal tout à l'heure sur la question des professionnels. En fait, il faut se rendre compte que ce n'est pas un MOOC au sens d'une programmation temporelle déterminée au départ. On peut l'utiliser avec un enseignant qui va animer des sessions, mais en fait, c'est un MOOC qui a une dynamique autonome. Donc, c'est à vous de fixer votre agenda. Il n'y a pas tel jour, vous suivez tel module. C'est un MOOC qui reste quand même en autonomie. Donc ça, c'est un premier point pour répondre aussi à la question sur les aspects suivis en professionnel. Moi, j'ai des collègues qui l'ont suivi, disons, marginalement à côté de leur activité, quand ils pouvaient, quoi. Voilà. Alors, pour répondre à l'engagement sur un contexte territorial, donc c'est évidemment une question qui nous a été largement posée, on a déjà des cas en cours. Principalement, la façon dont ça se réalise concrètement, c'est qu'il y a 1, 2, 3 personnes qui sont un peu motrices, ce que nous, on appelle les pilotes, en général, du dispositif, et qui, en fait, vont préparer la dynamique. Il y a des éléments où en s'appuyant sur le MOOC et en étant ensemble, on va suivre une séquence qui va être à la fois une séquence de formation et de réalisation. C'est quand même une des caractéristiques fondamentales de tout ce travail, de toute cette dynamique, c'est qu'elle est complètement entrelacée entre l'apprentissage et la réalisation. Alors, on parle souvent du learning by doing, etc. OK, là, en l'occurrence, c'est simplement le fait que l'hypothèse de base est de dire, vous avez un problème, bon, on va vous donner un petit peu un axe de suivi pour traiter ce problème. Et puis, progressivement, vous allez au moins engager largement votre démarche de résolution tout en apprenant. Alors, c'est vrai pour beaucoup d'éléments méthodologiques. Bon, après, pour ce qui concerne la facilitation et la dynamique de groupe, il y a une notion de mise à l'épreuve à l'extérieur, c'est-à-dire testez-vous vous-même en réalisant des choses, etc. C'est d'ailleurs un des paradoxes, c'est qu'on constate sur les évaluations par les étudiants, pour les 250 ou les 80 groupes qui ont déjà participé, souvent la partie facilitation et dynamique de groupe, ça les passionne moins, parce qu'en fait, ils ont l'impression d'y être moins confrontés dans leur vie réelle. Par contre, les élus qui ont déjà été sur le MOOC ont trouvé ça très intéressant. Puis après, tous les autres outils, ça dépend de ce qui est mobilisé. Quelqu'un d'individuel, alors c'est une vraie question qu'on n'a pas en fait traitée aujourd'hui, de constituer une communauté de pratique si on veut être en collectif. C'est vrai qu'on a des gens qui ont suivi finalement le MOOC seul et qui après on l'ont mis en œuvre à l'extérieur. On n'a pas organisé de sessions, disons, où on pouvait se réunir
pour travailler même virtuellement, en sachant quand même qu'on a des outils, bon, je pourrais vous en montrer une instance, qui permettent en fait de mettre en place, par exemple, tout ce qui concerne la dynamique de modélisation participative sur un territoire et de simulation participative. On peut en fait l'engager même à distance, aujourd'hui dans un contexte Covid. Évidemment, c'est moins sympa, il y a plein d'éléments relationnels, psychosociaux finalement qui sont un peu perdus, mais ça fonctionne quand même. Après, je citais le cas extrême là, des formations que j'ai données, je l'ai donné déjà avant, mais en présentiel, et cette année en distanciel au Vanuatu, avec des écarts temporels importants, avec des problèmes techniques, etc. Bon, on arrive vraiment aux limites de la faisabilité sur ce type de dispositif à distance. Voilà. Donc, ça veut dire, il y a une question là de Blaise Dante qui dit, mais bon, donc, est-ce qu'il y a un calendrier? Est-ce que dans des contextes africains comme en Afrique de l'Ouest, quelles sont les conditions? Est-ce qu'à partir d'un groupe de 3 étudiants, on peut imaginer d'utiliser ce cours en ligne? Et puis, le tarif, c'est quoi? Alors, sur le tarif, là, ce que je peux dire, c'est qu'à partir du moment où c'est dans un contexte universitaire, il faut se mettre en contact avec nous, soit Niels, soit moi. Et à ce moment-là, on voit quellement peut se travailler la mise à disposition des ressources. Mais pour ce qui concerne des groupes liés à des professionnels, là, c'est toujours directement avec Niels. Donc, Niels, sur le contexte de l'Afrique de l'Ouest, Oui, alors sur le contexte de l'Afrique, on a déjà eu des cas d'étudiants ou d'animateurs dans les ONG ou dans les différentes structures qui nous ont demandé des accès. Globalement, on les a donnés. Je dois le dire gratuitement. On a des modes d'accès avec des mots de passe, donc qui permettent de contrôler effectivement les accès. Et on les a donnés parce qu'on considère aussi que ça fait partie de notre mission que d'ouvrir ces possibilités. Par contre, c'est vrai pour ce MOOC comme c'est vrai pour l'ensemble des autres outils qu'on développe dans Couplage, qui sont globalement tous ouverts. On essaie de demander aux utilisateurs de nous faire un retour sur l'usage et un retour évaluatif. Donc pour ça, il y a des dispositifs évaluatifs qui sont disponibles. Et de manière à ce qu'on puisse capitaliser, puisqu'on dans notre démarche de recherche, dans recherche-intervention, il y a recherche, il y a cette capitalisation. Alors c'est vrai que bien qu'on ait déjà pas mal de données d'usage, on n'a pas refait le travail récemment d'analyse. Les collègues de National ont fait sur une partie du travail. Et là, on a quand même beaucoup de données d'usage et il faudrait qu'on prenne le temps, mais il n'y a personne dans mon équipe aujourd'hui pour le faire complètement. Oui, vas-y, excuse-moi Philippe. Oui, il y a une autre question, donc là on va y répondre tous les deux, sur les objectifs qu'on se fixe sur la diffusion de ce cours en ligne. Donc là aussi, moi ce que je peux dire en préalable, c'est que en fait, là on est en train de terminer le projet, on informe, et ce webinaire fait partie des différentes démarches d'information et de communication sur les cours en ligne qui sortent d'ici la fin de l'année pour qu'ils puissent être utilisés. Alors, en termes d'objectifs, on n'a pas d'objectifs chiffrés très puissants, en tout cas de notre côté. L'objectif, c'est qu'on diversifie les usages et que ça puisse que ces cours produits puissent être utilisés par le maximum de personnes intéressées. Et donc, c'est aussi les retours qu'on a de vous qui nous permettent d'évaluer aussi la façon dont on peut mettre à disposition ces cours en ligne. Niels, tu veux compléter là-dessus? Je compléterai effectivement en disant que pour ce qui concerne notre démarche au sein de l'équipe ingénierie de la participation et de la décision groupe couplage, on n'a pas vraiment une politique cible en termes de volume et de contenu, puisque essentiellement pour nous, c'est un outil central de la dynamique même d'ingénierie de la participation et d'accompagnement des territoires, que de permettre une appropriation la plus large possible. Donc nous, on va poursuivre un programme de diffusion et on aimerait arriver effectivement à ce qu'il y ait davantage d'usages complètement autonomes, puisqu'aujourd'hui, on reste quand même de façon dominante dans un usage piloté. C'est ce qui va le différencier, c'est un peu ce qui est dit ici sur des MOOC beaucoup plus classiques, qui soit sont totalement autonomes, donc c'est des formations en ligne sans intervention du tout, soit sont des systèmes programmés, d'ailleurs payants. Notre objectif est qu'on puisse à terme avoir davantage de structures qui vraiment le prennent en charge, et nous, on va rester un petit peu en appui. On a tout simplement un problème de ressources humaines derrière pour être présent en permanence, disons, pour répondre à un certain nombre de questions. Et ça, aujourd'hui, pour nous, ce n'est pas possible. On n'a pas de programme support et on n'a pas de personnel
disons, dédiés à ça. Et ça répond d'ailleurs à une volonté d'extension aussi sur le champ de l'accompagnement de transition, parce qu'on a énormément de demandes aujourd'hui de territoires en transition, disons, qui ont des politiques d'accompagnement des transitions. Il y a beaucoup d'éléments qui sont pertinents dans ces contextes-là, et on voudrait arriver à faire des adaptations et répondre de façon, disons, peut-être plus limitée d'ailleurs en termes de volume aux besoins de ces territoires, sachant qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont réutilisables. Je vois la question de Nathalie Sureau-Blanchet sur le détail des modules. Donc, je dirais que, en fait, c'est des modules dans un module, hein, puisque pour tout le monde, pour rappeler bien clairement, l'ensemble du programme à Green Camp, c'est, je ne sais plus d'ailleurs combien de modules, Philippe, rappelle-moi, au total. C'est 14 modules dans 5 thématiques, ça représente à peu près plus de 500 heures de formation. Voilà. Donc là, on a le module Terreau & Co qui lui-même a à l'intérieur 8 modules. Donc, et tout ça s'insérant dans tout ce que Philippe vient de dire. Donc, concernant spécifiquement Terreau & Co, en fait, on n'a pas vraiment de plaquette descriptive. C'est d'ailleurs un tort, effectivement. Par contre, il y a l'introduction du cours qui est disponible au niveau de son accueil, où on va retrouver, alors c'est dans le site, d'Agrinium et d'AgreenCamp. On va retrouver l'ensemble des formations correspondant au domaine territoire, environnement, et on arrive effectivement au niveau du visuel sur l'introduction de Terreau & Co. Là, je suis en train d'y venir, où on retrouve en fait la programmation d'ensemble du cours après inscription. Donc, juste une précision technique sur l'inscription, c'est que en fait, il y a une procédure d'inscription qui nécessite de déclarer son email, et après vous utilisez des codes d'accès, et on vous fournit les codes d'accès pour rentrer dans le MOOC. Ça, c'est la procédure aujourd'hui. Elle peut être amenée à évoluer. Oui, effectivement, ce que je voulais dire, c'est que on n'a pas conçu ces formations comme des formations de type cours massif, comme on le trouve sur des plateformes comme FunMOOC. Hein. On a des cours massifs sur FunMOOC, mais on a préféré que ces cours-là soient plutôt en mode plus privatif, et sachant que souvent les usages se font soit complètement à distance, soit avec un accompagnement ou en hybridation. Et donc, ça veut dire que c'est sur une plateforme de type, nous c'est la plateforme Moodle, hein, pour ceux qui connaissent, c'est une plateforme de e-learning spécifique. Mais il faut effectivement pouvoir s'inscrire, et donc c'est soit vous demandez auprès de Niels, soit vous demandez auprès d'Aristide, mais nous on vérifie quand même auprès de Niels aussi si on l'ouvre, parce que l'idée c'est que c'est pas complètement ouvert, il faut être inscrit dans la plateforme avant de pouvoir y accéder. Ok, alors il y avait une autre question, me semble-t-il. Oui, c'est sur l'information pour la suite. Comment peut-on rester informé par la suite quand on n'est pas dans le domaine de l'eau? Donc, question posée par Pedro Lopez Merino. Alors, pour ce qui concerne donc, la mise à jour sur les questions de transition, donc d'une part, je vous renvoie vers les sites de couplage, donc cp.whatthegame.info. Sachant qu'on n'est pas les champions de la communication, ce n'est pas notre métier, il faut bien être clair là-dessus. Donc, tout n'est pas forcément à jour et on n'a pas d'équipe, donc on fait ce qu'on peut sur la com. Après, on essaie de diffuser les informations sur les réseaux thématiques. Donc là, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de sollicitations sur le monde des transitions en général, dans les collectivités, dans les EPCI, etc. Et donc, on va essayer de diffuser un petit peu quand on aura fait un certain nombre de mises à jour. Je pense que ça va être le cas assez rapidement. Ah, il y a mes volets qui viennent de se fermer tout seuls, donc je vais perdre la lumière. Et on essaiera de tenir au courant. C'est tout ce que je peux dire. Moi, je n'ai pas plus de stratégie aujourd'hui de communication là-dessus. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous éventuellement pour poser des questions.
En complément, vous avez sur le site Agrinium, je vous ai mis le lien dans le chat pour toutes les formations numériques au fur et à mesure qu'elles arrivent et qu'elles sont disponibles avec les différents types d'accès. Vous avez le lien que j'ai mis dans le chat. Par ailleurs, sur chacun des modules de formation est présenté. Niels vous a montré l'exemple dans la plateforme Moodle, mais également sur le site, on a une fiche de présentation. Donc, au fur et à mesure des évolutions, à condition qu'on les connaisse, parce que là, on sort du projet AgreenCamp et donc, du coup, le projet va continuer à évoluer. Vous avez compris que c'est de la recherche-intervention et donc, au fur et à mesure que des connaissances sont produites dans la démarche des démarches de participation sur les territoires en lien avec l'eau, et au fur et à mesure, il y a évolution également du contenu d'enseignement. Donc, effectivement, ce qu'on souhaite, c'est qu'on fasse évoluer au fur et à mesure en interaction. Alors après, l'autre élément effectivement qui est important, c'est que cet ensemble de modules de formation, dont celui-ci, a été construit par des chercheurs et des enseignants-chercheurs. Et selon le pilote du projet, eh bien, la disponibilité pour pouvoir organiser des formations continues régulières est variable, puisque quand on est chercheur, on a peu de disponibilité pour faire de la formation continue. Par exemple, j'imagine que dans les collectivités territoriales, ils peuvent être très intéressés pour ce type de formation. J'en ai déjà discuté avec des collègues du CNFPT. Et évidemment, là, ça veut dire qu'il va falloir qu'on travaille sur la possibilité de mise à disposition de ces enseignements via des prestataires de formation que peuvent être des services de formation continue d'école, par exemple, puisque dans le projet porté par Niels, il y a des écoles comme AgroParisTech et Montpellier Supagro qui ont des services de formation continue. Donc, c'est un travail qui est en cours pour pouvoir réaliser des formations régulières. Alors, moi, je compléterai quand même ce que tu dis, Philippe, sur un point, c'est que nous, on a… Donc là, je répondais sur le fait de répondre de façon un petit peu bruit de fond sur des demandes. Par contre, on a un vrai programme d'accompagnement de collectivités dès lors qu'elles ont un enjeu de participation opérationnelle. C'est-à-dire que pour nous, ça s'insère comme un instrument et une étape dans un processus plus global et à plus long terme sur un territoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si parmi vous, vous représentez d'une certaine façon les acteurs d'un territoire et que vous avez une volonté de mettre en place une démarche participative inclusive, en général, c'est celle qui nous intéresse, avec de l'innovation sur les méthodologies, donc typiquement la modélisation participative ou de l'ingénierie participative de la participation ou de la conception participative d'observatoire. À ce moment-là, ça fait partie de notre boulot que de faire de l'expérimentation avec vous sur ces territoires. Donc, par exemple, dans le cadre d'un appel comme celui de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse sur la participation citoyenne, ça fait partie de notre travail d'accompagner méthodologiquement des territoires. Et ça nous intéresse. Et dans ce cas-là, la formation, on va évidemment la mettre en place, la soutenir, la porter. Et on répond aussi à des demandes de 2 territoires. Donc cette année, on en a 2 qui nous sollicitent on a déjà 2 qui nous sollicitent pour mettre en place des formations spécifiques sur des questions de façon indépendante d'un programme d'intervention. Mais c'est souvent inséré dans un programme d'intervention. Et l'idéal pour nous, ce n'est pas d'intervenir nous-mêmes, et c'est spécifiquement là-dessus, c'est plutôt d'aider rapidement des gens localement, donc par exemple des animateurs territoriaux, à être en capacité de faire eux-mêmes finalement ces interventions. C'est ce qu'on appelle le transfert de second ordre, et depuis toujours, ça a été notre politique de maximiser le transfert de second ordre dès qu'on pouvait, parce qu'évidemment, c'est un facteur d'autonomie dans ces dispositifs. Merci Niels. Alors là, ce n'est pas une question, mais c'est une remarque d'un des participants qui dit en fait, vous parlez de MOOC, mais ce n'est pas un MOOC, c'est un SPOC. Et donc, Niels, tu es d'accord avec ça? Oui, enfin, ça ne me paraît pas extrêmement important comme classification, mais très bien. Non, en fait, c'est une formation en ligne, partiellement asynchrone, partiellement synchrone, partiellement distante, partiellement présentielle. Avec des modalités variables. Il y a des caractéristiques spécifiques, c'est vrai que, et ça on l'a même porté au niveau recherche, comme tu le sais Philippe, c'est-à-dire on cherche à former un collectif et non pas une personne derrière un ordinateur. On va mettre ce collectif à l'épreuve face au pilotage d'un processus participatif, etc. Donc il y a toutes ces dimensions-là un peu particulières
Alors après, faire rentrer ça dans une boîte ou une autre, bon, c'est pas très important. Voilà, c'est une formation en ligne disponible. Oui, la formation est en anglais, elle l'est déjà. D'ailleurs, je peux vous montrer. Alors, elle l'est déjà de façon. Un instant, je vous montre ça. Donc ça, c'est ce que vous avez sur le site du projet SPER. Donc c'est indiqué dans la présentation si vous allez sur le. Et donc vous retrouvez en fait 3 modules. Vous retrouvez le module coplan, la planification participative, le module de suivi et évaluation et le module prépare sur la préparation de la participation. Alors la seule chose, c'est que on va être sur des vidéos sous-titrées, hein, puisqu'on n'avait pas de budget pour réaliser. Donc les vidéos sont sous-titrées, mais ça reste les vidéos françaises sur la partie anglaise. Et on a exactement le même dispositif, donc les sous-titrages sont faits en espagnol et en portugais, puisque en espagnol, ça a été porté par nos collègues du Costa Rica, où on travaille par ailleurs, et en portugais par l'équipe avec notre collègue Julien Bure du CIRAD, qui travaille avec la FUNSEM dans l'état du Ceará, au Brésil. Voilà, donc ça fait partie des traductions en cours. On est en train de regarder pour faire une traduction en arabe. On n'a pas encore décidé quelle forme dialectale serait utilisée. Enfin bon, il y a des questions là-dessus, mais ça fait partie des discussions en cours. Très bien, merci beaucoup. Je pense qu'on a répondu aux différentes questions posées. Donc, vous pouvez bien évidemment diffuser l'information sur, et en particulier les liens qu'on vous a donnés au fil de l'eau sur le chat. Et n'hésitez pas donc à revenir vers Niels Ferrand, hein, donc niels.ferrand@inrae.fr ou moi-même philippe-prévost@agrinium.fr. Nous vous souhaitons une bonne après-midi. Je vois qu'il y a une nouvelle question qui a l'air d'être arrivée. Non, c'était pour dire merci. Donc, tout va bien. Écoutez, à bientôt. Et la prochaine semaine, lundi prochain, nous parlerons d'un cours en ligne sur les associations végétales, donc sur la thématique agroécologie. Donc, belle semaine à vous. Et puis, n'hésitez pas à revenir la semaine prochaine. Toutes les inscriptions sont ouvertes à la page que je vous ai donnée. Merci, au revoir. Au revoir.